Eh bien, bonjour Claire Fercac et bonjour Hélène Gianecchini. Nous allons entamer ces rencontres consacrées à la survie par justement l'événement le plus fondamental qui met en jeu notre... je crois qu'il faut enlever les masques en fait. Qui met en jeu la notion même de survie, c'est-à-dire la mort. Claire Fercac, vous avez publié 3 ouvrages aux éditions Verticales depuis votre premier roman, Le rideau de verre, qui déjà, peut-on dire, était une histoire de survie, celle d'une petite fille face à un père possessif. Il était construit aussi autour d'un dialogue avec 3 écrivaines qui s'étaient suicidées, Sylvia Plath, Sarah Kane et Virginia Woolf. Et ces 3 écritures faisaient une sorte de constellation autour du parcours de cette jeune fille. Il y a eu ensuite Histoire naturelle de l'oubli et surtout ce qui est nommé Reste en vie, dont on va peut-être parler un peu plus aujourd'hui, qui raconte le chemin qui conduit de la mort d'une mère et à la survie d'une fille, par justement le pouvoir des mots. Il faut ajouter à cela un texte d'actualité sur la question de la mort des personnes atteintes du Covid et des questions qui sont posées justement par cette façon de dire adieu. L'enjeu de ce livre et de ces livres, c'est peut-être aussi cette façon de trouver le lieu et le moment de donner une place aux défunts et de savoir comment continuer à vivre avec eux, mais peut-être d'une façon différente. Et ça, c'est, dites-vous, aux mots, à l'écriture, au livre, d'y contribuer. Hélène Gianecchini, votre livre, Voir de ses propres yeux, fait justement d'une sorte de point fixe, point initial. C'est presque une origine paradoxale, celle de la mort. Et c'est l'événement cicatrice qui coupe le temps et l'espace en deux. Et c'est à partir de ça que vous avez décidé pas forcément de raconter, mais de mener une sorte d'enquête, une recherche, une investigation autour de cet événement, de ces pratiques, de la matérialité même de la mort, qu'il faut voir justement de ses propres yeux pour pouvoir, dites-vous, rendre votre décès pensable. Le vôtre étant évidemment une façon d'adresser. Je rebondis justement sur l'usage des pronoms qu'avait pointé Dominique Viard, qui est important, puisque c'est adressé à chacun de nous, et peut-être aussi à vous-même en miroir. Donc cette enquête va nous amener à passer entre différents mondes, celui de l'anatomie, celui des pratiques funéraires, et en même temps, il est ponctué par des récits justement, les récits des événements et du deuil. Et là encore, la question, c'est de faire du deuil une aventure, et cette aventure-là, c'est celle à laquelle nous sommes confrontés par les temps que nous vivons aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais déjà, c'est que vous nous parliez un peu de la façon dont s'est inauguré ce désir, ce besoin d'écriture face à un événement qui était parfois annoncé, parfois vécu après coup, et comment l'une et l'autre vous avez décidé d'écrire et de décider aussi la forme que prendraient vos textes. Alors je ne sais pas qui veut parler, peut-être Claire, ouais. Si vous voulez bien. Juste, ce qui est certain, c'est que même si les démarches sont différentes dans nos 2 livres, je pense qu'on peut retrouver beaucoup de points communs. Et le premier, c'est quand même d'essayer de sortir de l'expérience personnelle. Et je pense que l'une et l'autre,
c'est vraiment des petites références qui nous appartiennent et que le lecteur en fait, peut difficilement identifier ou trouver, et d'en faire tout de suite un livre pluriel, un livre collectif, et de faire de tous ces morts une sorte de peuple à qui l'on donne une place. Et Alain, tu disais, pour commencer, que c'était mon livre parler d'un parcours, ce qui est vrai, mais même si ça vient d'une expérience personnelle, qui est la mort de ma mère d'une tumeur au cerveau, qui est une tumeur incurable, et on le sait très vite, on le sait tout de suite, puisque c'est une sorte de bombe une fois qu'elle est en marche et que c'est assez rapide. Je n'ai jamais considéré que c'était un livre sur elle, sur sa maladie, et je l'ai toujours envisagé comme un livre qui pose des questions, et comme un livre collectif qui voit une pluralité de points de vue. C'est la raison pour laquelle la façon dont il est construit est collective, avec plusieurs patients, mais aussi les soignants, la famille, les amis, et tous ces points de vue sont dans le livre, justement pour essayer d'envisager de manière collective cette expérience qui est quand même alors à la fois très singulière pour chacun, selon le lien qu'on a avec le défunt, mais à la fois extrêmement commune, et à la fois qui nous met tous dans un avenir tout de suite, c'est-à-dire notre avenir à chacun qui est celui de la mort. Et je pense que cette réflexion, qui est d'emblée une réflexion sur ce peuple des disparus, et peut-être aussi dans le livre d'Hélène, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, avec une envie de ne pas laisser de place à l'oubli. Oui, disons que le point de départ, et c'est un peu ce que tu dis aussi Claire, c'est de s'extirper d'un événement extrêmement singulier. Enfin, quand on est exposé brutalement à la mort de quelqu'un qu'on aime, on vit une expérience qui est terrible, qu'on pense tout à fait unique. Et en fait, je pense qu'il faut sortir et s'extirper de cet événement pour pouvoir l'écrire et le partager. Donc, à la question de comment est-ce que je me suis mise à écrire, ça a été très dur et très lent. J'ai d'abord écrit un livre très mauvais et que j'ai entièrement jeté, et j'ai recommencé parce que en fait, j'avais un peu besoin de bramer quelque chose qui serait de l'ordre d'une douleur, et il a fallu traverser ça pour arriver à un point d'écriture qui soit partageable et qui soit adressé à d'autres. Et l'autre chose qui était importante pour moi dans l'écriture de ce livre, il y a une forme d'immense premier degré, c'est-à-dire quelqu'un meurt, plusieurs personnes meurent. Je n'ai jamais été autant confrontée à la question du cadavre. Et en fait, je demande à l'histoire de l'art et à la littérature de m'aider. Je demande à des objets d'art, je demande à des textes de m'aider à traverser ce qui semble pour moi, au moment où je vis ces événements, impossible à traverser. Donc je vais effectivement voir du côté de l'anatomie, du côté de la dissection, du côté de la représentation du corps mort, pour trouver une forme de secours en fait dans les textes. De la même manière que quand le livre de Claire est sorti, j'ai pu me dire ça c'est un livre qui aurait été précieux au moment où je vivais des deuils. Les livres sont vraiment des secours, c'est pour ça que je parle d'un premier degré. En tout cas, moi je les aborde comme ça. Oui, alors il y a effectivement dans les deux livres d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas tellement parlé dans ce qui est nommé Reste en vie, il y a une partie, je ne dirais pas documentaire, mais il y a une volonté d'être au plus près de la réalité médicale, on peut employer ce terme-là, et notamment, la maladie est nommée, le type de tumeur est nommé, et il y a en même temps une élaboration presque imaginaire à partir de la forme, par exemple, de cette tumeur qui est considérée comme une étoile, comme un parachute, etc. On parle de la rose qui va s'enrouler autour des axones. Enfin voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais enfin bon. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté à la fois de regarder en face.
Je crois que dans les deux livres, c'est peut-être ce qui pourrait être le plus commun à vos deux démarches, de regarder en face et en même temps de ne pas abdiquer du pouvoir d'imaginer, de rêver et de nommer. Ouais, je pense qu'il y a une vraie juxtaposition de l'imaginaire, de ce que peut la littérature et à cette brutalité qui est ou médicale ou scientifique ou de la matière, du cadavre. Et ça, effectivement, dans les deux ouvrages. Et je pense que le point de vue de départ, c'est aussi d'essayer d'écrire dans cette ambivalence qui est que il y a un désir de cheminer avec la mort, de la comprendre, de voir que les choses se passent dans un temps long, et à la fois d'aller contre elle et donc en la décrivant d'essayer de l'épuiser, ce qu'on n'arrive de toute façon pas à faire, et après il faut s'en donner les moyens. Et je pense que toutes les références qui sont dans le livre d'Hélène ou les choses qui sont plus métaphoriques dans mon livre, avec cette présence du végétal qui envahit un cerveau et le détruit, c'est aussi un moyen de remettre de la lenteur, de la compréhension, du temps long dans cette brutalité, dans ces morts soudaines, et de faire ce parcours, cet itinéraire qui nous amène à essayer d'interroger d'autres personnes, d'autres sciences, d'autres domaines, pour avoir une compréhension plus globale de cette mort et pour continuer à faire une place aux défunts, parce que je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire toutes les deux, c'est de montrer les morts peuvent toujours nous apporter quelque chose. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je faisais un parallèle entre pourquoi est-ce que j'ai autant travaillé sur l'anatomie et la dissection. C'est que le corps mort donne des choses au corps vivant. Enfin, c'est parce que des gens sont disséqués qu'on peut soigner l'appendicite, mettons, ou que moins de femmes meurent en accouchant. Donc le corps mort donne des choses au corps vivant. De la même manière, les gens qu'on aime nous donnent des choses jusque dans leur mort. Et je voulais aussi faire place à cette partie-là, cette dimension-là de l'expérience de la mort, qui n'est pas simplement qu'on nous retire des choses, qu'on nous prend des choses. C'est, je crois, qu'on peut trouver, et c'est compliqué de dire ça, on peut trouver des choses dans l'expérience du deuil. Pour soi, existentielle, intellectuelle, théorique. Et j'ai aussi essayé de faire place à cette dimension-là. Qu'est-ce que les gens que j'aime m'ont donné dans leur mort ? Oui, alors la façon dont vous y prenez, si on peut dire, c'est que Claire est déjà dans le processus d'une anticipation, voilà, si on peut dire, de la mort. Donc il y a une volonté de trouver une place au processus, d'en faire quelque chose, de le connaître d'une certaine façon. Là, on est plutôt sur une investigation qui va effectivement du côté de la science, du côté de l'art, de l'histoire de l'art, du côté de l'anthropologie. Et en même temps, ça permet aussi d'élucider le rôle, enfin en tout cas c'est la façon dont en tant que lecteur j'ai pu comprendre certaines choses de ce livre, la question de l'imaginaire macabre qui est quand même extrêmement présente dans votre livre, c'est-à-dire avec tout un tas de rites, de petites pratiques, de façons de se constituer des reliques, de faire des ex-voto, des peintures, des photos, etc. Il y a une espèce de réflexion sur non pas seulement la façon dont vous, en tant qu'individu, vous avez vécu et survécu à ce deuil, mais en même temps sur la façon dont l'humanité en général, dans son histoire,
avec ses pratiques artistiques, médicales, funéraires, a pu se dépatouiller de ce type d'événement, quoi. Oui, j'ai eu la chance de vivre en Italie pendant 1 an, et au moment où j'écrivais le livre, c'est vrai qu'il y a des pratiques qui m'ont fascinée. En Italie, par exemple, à Naples, on peut adopter un mort. Donc, dans les catacombes de Naples, il y a des crânes, il y a des catacombes remplies de crânes et d'ossements, et c'est possible d'adopter un de ces crânes et de s'en occuper, de le nettoyer, de lui offrir une chasse, éventuellement de le parer de fleurs, de pièces. Oui, les photos des morts sont affichées avec un... Oui. Laurent Génie en parle quand on verra cet après-midi, mais on a les noms et les photos des défunts qui sont affichés dans les rues. Oui, plus on descend dans le sud de l'Italie, plus sur les panneaux d'affichage municipaux, on a le nom des personnes qui viennent de mourir, mais aussi des gens qui sont morts parfois depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans, sont nommés à nouveau, et on a leur visage et leur nom qui sont affichés dans les rues. De même qu'avant, dans les enterrements des gens, on drapait de noir la porte de leur maison, de l'immeuble, et on mettait leur initiale sur une espèce d'écusson, chose qu'on ne voit plus du tout, puisque plus personne ne meurt chez lui, et puis ça paraîtrait totalement... presque choquant de faire ce genre de choses. Donc il y a une histoire quand même, et une géographie dans tout ça. Oui, et c'est intéressant là, ce que tu dis de comment est-ce que les morts disparaissent de nos vies, ou mourir même, ça disparaît de nos vies. Les gens meurent dans les hôpitaux et jamais chez eux. J'ai repris des choses à l'historien Philippe Ariès qui dit que le fait qu'on ne supporte pas la vue d'un cadavre correspond en fait à une horreur ou à une haine du corps, qui est la même chose pour le corps désirant et sexuel. Avant, on disait que les enfants naissaient dans des choux, et maintenant on dit que les gens morts deviennent des fleurs. Et en fait, il montre que c'est un peu la même chose, qui est un tabou du corps, une forme de défiance par rapport à la matérialité qui nous fonde en fait. Et j'ai trouvé qu'il y a des endroits en fait où on peut un peu plus sereinement vivre avec des morts. De la même manière que pouvoir avoir accès à ce qui se passe dans un hôpital, c'est quelque chose sauf quand on le vit intimement, on n'y a pas accès. C'est vraiment caché en fait, toute cette partie-là que tu écris toi. Et alors, précisément, Claire, dans le dernier texte que vous avez, très bref, qui est paru... le tract de crise, voilà, chez Gallimard, ouais. Donc, il y a justement cette comment dirais-je, cette exclusion, non pas du mort, mais du vivant. Oui, c'est un texte que j'ai écrit, c'était vraiment, je crois, au début du premier confinement. Il est encore plus vrai aujourd'hui. Oui, mais... À l'époque, on avait très peu de recul sur les choses, mais je suis très attentive à ce qui se passe, et parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que j'ai interrogé beaucoup de gens à l'hôpital, aux soignants, aux patients, aux accompagnants, aux aidants, comme on les appelle, qui ont quand même des positions très difficiles, qui sont très peu accompagnés, qui socialement n'ont pas d'existence. Et le texte est parti de là parce que, et je voyais que c'est arrivé à des gens que je connais, c'est-à-dire que certains, donc il y avait à la fois les gens en soins palliatifs qui ne pouvaient plus recevoir de visite, c'était au tout début du confinement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes en train de mourir, vous le savez, vous ne pouvez plus voir les gens que vous aimez. Les aidants, eux, moi je ne sais pas comment j'aurais pu vivre ça, moi qui avais besoin d'être tout le temps avec la personne que j'aimais qui était en train de mourir. Et la deuxième chose, c'est ceux qui étaient en train de mourir du Covid, pareil, mouraient seuls, avec les soignants, qui eux se retrouvaient avec toutes ces morts à gérer, en plus du reste, en plus de la catastrophe, de l'urgence, et donc à voir que personne ne pouvait dire au revoir avant de mourir, ce qui était quand même vraiment très très dur. Et donc l'idée du tract est partie de là, parce que j'étais vraiment catastrophée par cette situation, donc j'ai interrogé quelques soignants pour écrire ce texte, et aussi en appelant les pompes funèbres pour voir comment ça se passait, parce que certains ont pu assister à des obsèques uniquement en visio. Alors vous imaginez ce que c'est pour apprivoiser la mort et pour comprendre ce qui est en train de se passer.
c'était vraiment terrible. Et malheureusement, ça a continué. Et c'est pas tout à fait réglé, cette histoire. Et surtout, ce qu'on peut se dire, c'est que même quand ça ira mieux, quel temps on laisse à ces personnes qui ont été brisées par quelque chose qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre, quels soins on donne aux soignants qui ont vécu toutes ces morts solitaires. Voilà. Mais c'était vraiment au début, et je ne l'ai pas relu depuis ce texte, mais probablement que je l'écrirai différemment, mais à la fois les questions qui sont posées peuvent toujours se poser. Alors, l'une comme l'autre, dans la composition, si on peut dire, des livres, de vos livres, vous avez choisi une approche plus ou moins fragmentaire, je dirais. Alors avec un récit qui dans votre cas, Claire, qui est celui de la continuité, mais une continuité un peu découpée, voilà, entre des moments purement narratifs, des moments de réflexion, des lieux qui diffèrent, la bibliothèque, la chambre 311, etc. Et Hélène, là aussi, il y a une sorte de discontinuité entre des moments justement de recherche documentaire, de réflexion anthropologique, sociologique, historique, et aussi des récits. Il y a des récits parfois qui sont totalement enchâssés comme ça, comme celle de l'arbre dans une maison de campagne des Alpes, etc. Et est-ce que là, il s'agit d'un choix qui correspond à votre approche esthétique de l'écriture, ou est-ce que c'était quelque chose qui semblait imposé par le sujet? Est-ce que ça signifierait peut-être justement qu'un événement choc comme celui de la mort impose une sorte d'éclatement de l'écriture, au moins au départ? Je crois que tous mes livres sont écrits par écriture fragmentaire, donc peut-être que je ne sais pas faire autrement. Je ne crois pas trop au fait que ce soit le sujet qui impose ou les personnages qui décident. Ça, c'est pas du tout mon approche de l'écriture. Après, il faut toujours trouver la forme qui peut aller et qui peut pousser la littérature vers ce qu'on cherche. Ce qui était très clair pour moi, c'est qu'il fallait ce vous, qui est le texte adressé qui ouvre le livre et qui est le parcours. Le vous étant pour moi multiple, c'est-à-dire qu'il permet à la fois la parole plurielle dans l'ouvrage, il permet aussi de s'adresser au lecteur et de lui faire une place, et il permet aussi d'instaurer cette distance dans le temps par rapport à l'événement. Mais je voulais aussi vraiment rendre présent des paroles brutes, qui sont recomposées, mais dont j'avais le souvenir, et j'avais pris beaucoup de notes que j'avais pu entendre. Et j'ai interrogé aussi je suis retournée à l'hôpital pour interroger des soignants, des familles. Et le moyen de leur donner la parole, c'était de rentrer dans les chambres. Alors évidemment, les chambres sont complètement fictives dans l'ouvrage, mais c'était important pour moi qu'eux puissent s'exprimer et parler avec le jeu, et qu'on les entende avoir ces paroles brutes alors qu'ils sont... Voilà, ils sont condamnés, mais ils ont encore ou des éclats, ou évidemment des choses à dire. Donc ça, après, il fallait l'articuler d'une manière ou d'une autre. Et c'est plutôt à partir de ce désir-là que la construction s'est élaborée. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une forme de fil, même si très ténu. Il y a une narratrice qui mène une enquête, et chaque chapitre, disons, s'enroule autour d'une preuve ou d'un objet qu'elle trouve. Donc ça peut être, parfois c'est le cadavre d'un homme préhistorique conservé dans la tourbe, ça peut être un portrait du Fayoum, ça peut être une représentation d'écorché, mais c'est quand même son regard qui fait que tout ça tient, en fait.
Après, moi, je sais que pour écrire le livre, il y a des choses que je ne voulais pas écrire. Je ne voulais pas, par exemple, écrire un moment des obsèques. Je voulais me situer soit juste avant, soit juste après. Je ne voulais pas écrire trop ou trop longtemps, et je le fais très peu, en fait, ce qui se passe quand on annonce un deuil. Je voulais me situer, en fait, dans les à côté, dans les alentours qui sont finalement assez peu écrits ou décrits. Et ce qui était très important pour moi, c'est qu'il y ait une forme d'adresse. C'est que cette narratrice, elle s'adresse à des morts qui ne sont pas nommés. Je ne nomme personne dans le livre, ou alors dans des endroits un peu cachés du livre, mais elle s'adresse à un peuple de morts, ce que disait Claire au début. Et parfois c'est une personne, il y a tu, il y a vous. Peut-être de vivants d'ailleurs. Et peut-être de vivants aussi, et peut-être des lecteurs. Votre décès, ça peut être lu, enfin, ça peut être reçu comme votre futur décès. Oui, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, elle est entourée de présence. Et ça, c'était très important pour moi de pouvoir instaurer un présent en fait, de l'adresse dans le livre, que ça ne soit pas simplement un tombeau, mais que finalement, dans l'écriture, les morts reprennent un peu vie, parce qu'on leur parle. Oui, et alors, il y a quand même aussi une façon pas de représenter la mort, mais au bout d'un moment, il y a une sorte presque de substitut provisoire. On passe de l'un à l'autre. Ça peut être l'homme de Vézal, ça peut être l'homme de Tolun, là-dessus qui est dans le. Et à chaque fois, c'est comme s'il y avait une sorte d'équivalent, voilà, qui faisait passer le lecteur d'une mort à l'autre, d'une forme de mort à l'autre, de représentation de la mort à l'autre, comme si on lui donnait d'une certaine façon pas le choix, mais comme si on lui montrait à quel point cet événement qui est unique et qui semble une sorte de point central obscur, de trou noir, en fait pouvait se diffracter sous des formes extrêmement différentes, allant presque jusqu'au ludique, allant de la fête, en gros, du post-enterrement qui se pratique très souvent, jusqu'à des choses plutôt macabres comme la body farm ou des choses comme ça. Oui, enfin, cette enquête, elle rate un peu tout le temps. Parce que la narratrice, elle essaye de se confronter à nouveau à l'expérience de la mort. Donc, par exemple, elle va à la Specola, qui est un lieu à Florence où on a des sculptures en cire de corps ouverts. Et elle s'est fait tout un monde de ça. Puis elle arrive, bon, c'est pas terrible, quoi. Enfin, les vitrines, enfin, c'est très beau, mais il n'y a pas cet effet-là de surgissement qu'elle attendait tant. Et donc, en fait, elle ne cesse de découvrir des objets qui ne coïncident jamais vraiment avec ce qu'elle cherche. Et ce faisant, effectivement, se dévoile une forme d'étoilement ou de pluralité. Il y a plusieurs formes d'expérience de la mort et de la disparition. Et par exemple, cette joie, ce moment d'euphorie qui arrive parfois et qui n'est pas systématique quand, après des cérémonies de crémation ou d'enterrement, où on est à la fois épuisé, un peu à bout, et en même temps il y a une forme de vitalité très, très violente en fait, qui surgit, et de désir de vie, et qui est une expérience relativement commune, enfin, que j'ai déjà lue à plusieurs endroits. Ça me semblait important de l'écrire, parce que ça semble paradoxal, enfin, en tout cas ça va à l'encontre d'une certaine représentation du deuil, on doit être éploré. Bon, et même parfois on enterre quelqu'un qu'on aime immensément et on se sent extraordinairement vivant. Oui, alors Claire, justement, Hélène Janiaki vient de dire ce n'est pas un tombeau, mais il y a quand même une fonction un peu mémorielle du livre. Il y a la volonté, on le voit, enfin, et vous le dites d'ailleurs, de fixer à un moment donné ce qui est éphémère, ce qui s'en va, voilà, de garder la trace de gestes, bon, il y a l'histoire du chat, voilà, par exemple, des choses comme ça qui sont, Dominique Viard passait de cette éternisation à laquelle on pouvait
prétendre si on racontait des vies. Est-ce qu'il n'y a pas un peu finalement cette volonté de retenir ce qui s'échappe, ou bien de le mettre ailleurs que dans votre univers intime, enfin votre mémoire, votre cœur, etc. Si, sûrement, mais retenir le défunt, ça me semble une envie tout à fait louable. Les deux sens du mot retenir, d'ailleurs. Mais oui, alors dans mon livre, à un moment, il y a cette partie qui s'appelle La Stèle, avec voilà. tout un tas de noms, justement, de défunts dont on a l'impression qu'on a suivi le parcours. Alors c'est vrai que la différence par rapport au livre d'Hélène, c'est que quand son livre commence, la mort est déjà là, le cadavre est là, et dans mon livre, on suit tout un parcours d'une maladie qui, à la fois, vous prive de liberté parce que vous commencez à perdre toutes vos facultés, vous pouvez perdre la mémoire, mais qui, en même temps, peut aussi vous offrir une grande liberté avec des hallucinations parce que vous n'avez plus de filtre. Donc, c'est comme l'ambivalence qui est là avec la vie et la mort. Alors, les enjeux s'appellent survivre. Bien sûr, dans ces livres, il y a aussi une tentative de fixer les choses, de rendre hommage aux défunts et de prolonger leur mémoire, mais surtout de montrer comment nous, vivants, on peut continuer à cheminer avec eux, à cheminer avec la mort, et trouver dans cet écart, en fait, le petit équilibre, la petite fragilité où ça peut se passer. Je repense à ce que disait Hélène. Bon, moi, j'ai très envie d'aller en Italie pour adopter un mort, par exemple. J'aime beaucoup cette idée que je ne trouve pas du tout macabre. Et c'est vrai qu'il y a ce passage dans le livre où après l'enterrement, ils se mettent à danser. C'est un moment extrêmement joyeux. Et je crois que c'est ce qu'on essaie aussi de dire dans ces livres-là, c'est qu'il y a de multiples façons d'envisager et de vivre le deuil, et qu'il faut se sentir très libre dans cette façon de vivre les choses, ce qui n'est pas du tout donné socialement. Vous pouvez prendre 2 jours, les gens vous disent quand même, beaucoup de gens souvent vous disent passe à autre chose, enfin c'est quand même ça, soi-disant étapes du deuil, la colère, etc. Enfin, moi, je pense que chacun a un rapport à créer avec un événement, avec une personne, selon la singularité du lien qu'il avait avec cette personne, et qu'on a tout à fait le droit de ralentir les choses, de vouloir retenir ces choses et de faire ce parcours pour trouver le lien et l'équilibre qu'il est possible de faire entre cette vie et cette mort. Alors, il nous reste peu de temps, et il y a une question qui me semble s'imposer, c'est justement celle des effets du livre. Qu'est-ce que, pour l'une comme pour l'autre, est-ce que ce livre a changé? Est-ce que le but recherché a été atteint? Et puis aussi, comment a-t-il été reçu? Est-ce qu'il y a eu des échanges d'expériences? Est-ce que des lecteurs se sont sentis proches de votre démarche, des événements dont vous parlez, mais aussi en même temps de la façon? Est-ce que ça les a aidés à sinon en parler, du moins à les lire eux-mêmes? Je dirais que le premier mouvement que j'ai ressenti, c'est dans les gens que je connais, plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh là là, j'ai vu le sujet, je ne le lirai pas ». Parce que ça fait peur. En fait, la mort fait assez peur, avec certains disant « Moi, j'ai perdu mon père il y a tant d'années, je ne pourrais pas le lire pour ces raisons-là », qui sont finalement des gens qui l'ont lu et qui après m'ont dit que ça les avait beaucoup aidés. Alors généralement, les gens qui vous écrivent, c'est quand même plutôt pour vous dire le bien que ça leur a fait, donc je ne peux pas parler pour les autres, mais j'ai reçu beaucoup de messages aussi sur les réseaux sociaux de lecteurs que je ne connais pas, qui ont retrouvé beaucoup de choses dans ce livre et qui principalement me remerciaient pour une humanité qu'ils avaient perçue dans le livre. Et après, la première partie de ta question, c'était qu'est-ce que
ça a pu nous faire, nous, en tant qu'autrice. Alors ça, je n'en sais rien. Moi, je ne crois pas tellement au pouvoir thérapeutique de l'écriture. Je crois à un bon thérapeute, je crois à des antidépresseurs si besoin. En tout cas, moi, j'avais besoin d'aller quand même mieux pour pouvoir écrire ce livre et m'intéresser à ce peuple des morts et donc m'intéresser aux autres. Moi, je ne crois pas non plus à l'écriture comme un espace thérapeutique, ou en tout cas pas cette forme d'écriture-là. Peut-être qu'écrire un journal intime, ça a une fonction. Et je pense pas exactement la question. Ce que ça nous a fait, moi je pense que ça a un petit peu clarifié des choses, sur un espace dans l'écriture elle-même. Dans l'écriture elle-même et dans ce que je cherchais. J'ai appris des choses parce que j'ai lu des textes que j'aurais peut-être pas lus, regardé des représentations que j'aurais pas forcément regardées. Et c'est vrai que comme Claire, j'ai eu des messages, et ça c'était très fort de recevoir ça, d'inconnus, beaucoup sur les réseaux aussi, qui pouvaient me remercier pour ce livre-là parce qu'ils y avaient trouvé une forme de consolation ou d'aide pour traverser ce qu'ils étaient en train de traverser. Oui, alors précisément dans le cadre de ce livre, comme il y a effectivement beaucoup d'objets qui sont des sortes de points d'accroche, est-ce qu'il n'y a pas eu des propositions, des suggestions, il y a aussi telle œuvre, il y a aussi telle... voilà. Parce que c'est évidemment, on pense tous, oui, mais moi j'ai vu dans les catacombes machin, dans les urnes mayas, etc. Et c'est très bien d'ailleurs que ça poursuive des choses de la même manière que quand on écrit ce type de livre, on a aussi beaucoup de récits, de deuil, de personnes qu'on ne connaît pas forcément. J'imagine que Claire a dû avoir la même chose. Donc c'est pareil, effectivement, c'est soit des références, soit des histoires, et tant mieux si ça permet ça, l'écriture. Voilà, eh bien, je crois que nous pouvons vous remercier de vous être prêté à ce jeu et d'avoir inauguré de cette belle façon les rencontres des enjeux. Merci beaucoup. Merci. Et Merci. À bientôt. Et soutenez la Maison des écrivains. Donc. Bien sûr.